Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexander Ernert, le directeur général de Trainline France. Alexander, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Première question peut-être, parce qu'on a eu le plaisir de faire connaissance pour préparer cette interview, mais tout le monde ne connaît pas Trainline France et tout le monde ne connaît pas Alexander Ernert. Donc on va commencer peut-être juste très généralement. C'est quoi Trainline ? Trainline, c'est un distributeur indépendant des titres de transport des trains et des autocars, des bus. C'est en effet une entreprise qui a déjà une expérience depuis 20 ans. Notre siège principal est à Londres, mais notre base pour le développement dans l'Union européenne est à Paris. Ça veut dire quoi, le base pour le développement est à Paris ? C'est-à-dire que tu as beaucoup d'équipes ? Oui, à Paris, on est à peu près 80 personnes. Mais on a aussi des bureaux à Barcelone, Milan et Bruxelles. Donc, on a 80 personnes à Paris. On a à peu près 60 à Barcelone, qui sont des techniciens et des ingénieurs. Et on a un bureau de vente plutôt à Milan avec 20 personnes. Mais tu es coté sur le London Stock Exchange. Exactement. Trainline est depuis 2019 coté à la bourse à Londres. Exactement. Et sur le marché français ou continental, on peut rappeler que tu as racheté, enfin pas toi, mais oui. Trainline a racheté Captain Train en quelle année ? C'était 2014. 2014. Et à l'époque, c'était très intéressant parce que Captain Train était la première entreprise qui a essayé d'entrer dans le marché de vente en ligne des titres de transport depuis 2009. Ils étaient fondés. Et dans la continuation de leur travail, il y avait plusieurs sujets qui étaient très importants pour le développement de la distribution numérique des titres de transport en France, mais qui avaient aussi des impacts sur le niveau européen. Mais la France, c'était le cœur, je veux dire, du développement dans l'Union européenne. Par contre, Trainline, notre maison mère au Royaume-Uni, était déjà fondée dans les années 90. Parce que l'Angleterre était en avance sur la dérégulation ferroviaire ? C'est ça, exactement. C'était le premier marché qui était libéralisé dans plusieurs concessions pour les entreprises ferroviaires. Et à l'époque, il n'y avait plus d'entreprise qui a vendu tous les billets de tous les trains. Et Trainline était une des entreprises qui l'a fait. Et d'abord par téléphone, donc les gens ont appelé chez Trainline pour avoir les billets de train imprimés et envoyés par poste. Dans les années 80-90. Oui, c'était au début de la phase Internet. Mais avec le développement de l'Internet, Trainline s'est développé très vite sur les deux bases, libéralisation dans l'offre ferroviaire et développement numérique, Internet qui est venu. Donc, Trainline était une des entreprises qui a gagné beaucoup de place dans le marché au Royaume-Uni pour faciliter la réservation des billets en ligne des différents opérateurs ferroviaires qui existaient en Angleterre. Donc, le pain point principal, on va dire, adressé par Trainline, c'est il y a une libéralisation de fait poussée par la législation européenne. Oui. À l'époque, en Angleterre, c'était pas ça, mais enfin, globalement en Europe, poussée par la législation européenne. Donc, on se retrouve avec des horaires de train, des compagnies différentes en fonction des pays. Et une des façons d'avoir une vision consolidée des voyages possibles, des trajets possibles et d'acheter tout en un, c'est Trainline. Exactement. Pas la seule, mais une des possibilités, c'est Trainline. Une des plus qualitatives et des plus intéressantes. Trainline est la plus grande plateforme européenne parce qu'on intègre, ça c'est important, on intègre tout l'inventaire de plus que 300, le chiffre est important, entreprises ferroviaires. Et, je ne savais même pas qu'il y avait 300 entreprises ferroviaires en Europe. Ferroviaires, mais aussi de autocars et de bus, longue distance, mais en Europe. Et on vend les billets dans plus que 45 pays européens, dans plus que 10 langues et façons de payer aussi les billets. Donc ça montre un peu la taille ou l'intérêt de Trainline d'être cet agrégateur européen. Et aujourd'hui, alors on a vu à quoi ça sert. Rapidement, j'essaie de dresser. Après, il y a plein de questions qui se posent autour de ça, surtout que beaucoup des membres de l'Axel connaissent bien le sujet de la dérégulation sur les services financiers. Ouais. Peut-être un petit peu moins la dérégulation ferroviaire, mais qui mène dans ta business line finalement à des sujets assez similaires à l'open data et à des plateformisations de vente. Donc on va y revenir. Mais pour bien comprendre comment ça marche, aujourd'hui ton driver principal, à part la législation qui pousse à cette ouverture,
Est-ce que c'est les voyages internationaux? Donc, quand je veux aller en Allemagne, effectivement, c'est plus simple si je vais chez toi parce que je vais prendre un morceau SNCF, un morceau DB ou quelque chose d'autre. Ou est-ce que c'est intra-pays parce qu'il y a de plus en plus de concurrence intra-pays et que c'est aussi un driver? Lequel des deux aujourd'hui pousse le plus ton activité? Les deux, en effet, parce que naturellement, on a des exemples en Espagne et Italie qui étaient libéralisés en avance de la France, par exemple. Récemment aussi, l'Espagne, c'était un grand succès pour la libéralisation, also la dérégulation des opérations ferroviaires. Donc, vous avez 4 opérateurs ferroviaires. Vous avez la Renfe, qui est l'entreprise historique d'État. Vous avez quelque chose qui est comme Ouigo en France, also une ligne moins chère de la Renfe. Mais qui appartient aussi à la Renfe. Oui. Mais après, vous avez aussi Ouigo Espagne, c'est une filiale de la SNCF. Et vous avez Irio, qui est une joint venture ensemble avec Trenitalia, qui est l'entreprise historique italienne. Donc, vous avez les 4 entreprises ferroviaires qui circulent sur le réseau de grande vitesse en Espagne. Donc, naturellement, c'est un driver pour le développement de Trainline, d'être capable de vendre toutes les billets de tous ces trains. Est-ce qu'on ne les trouve pas sur le site de la Renfe, par exemple? Non, pas sur le site de la Renfe. Et après, c'est aussi quelque chose parce qu'on est en train d'innover beaucoup en concurrence avec les sites historiques, mais aussi avec nos confrères dans le marché libre, also privé. Et parce que c'est un bénéfice pour les clients, pour les voyageurs. Je te donne l'exemple espagnol parce qu'on a développé même une intégration des trajets avec les trains régionaux qui n'était pas, jusqu'au moment, on était la première plateforme qui l'a fait sur l'application, also sur les apps, mais aussi sur le site d'Internet. On pouvait, à cause de nous, pour la première fois, acheter sur une site et réserver sur une site des trajets combinés entre les trains régionaux autour de Barcelone, par exemple, avec les trajets de grande vitesse de Madrid à Barcelone ensemble. La Renfe, à l'époque, also il y a 1 an, n'a pas encore Même pour ses propres offert trains. ça. Oui, c'est ça. C'était 2 sites différents. Et Toi, tu n'as pas de sens parce que tu es DG France et SNCF Connect le fait déjà, ça. Oui, pour l'instant, oui, mais il se pose naturellement. Also, SNCF Connect est aussi très bien, mais tu sais pourquoi? À notre avis, la raison, c'est parce qu'il y avait Captain Train depuis 2009 et après, avec l'intégration de Trainline dans le marché, also avec l'achat de Captain Train, SNCF avait une très grande concurrence dans le marché de distribution. Et c'était aussi un driver pour SNCF Connect de devenir mieux, de se développer très bien. Et à Oui, ça, l'instant, on l'a vu, on l'a vu dans beaucoup de services. Hein. Encore une fois, ici, on parle beaucoup, souvent de services financiers. Et on l'a vu, les grandes banques, par exemple, ont largement rattrapé leur retard sur leurs applications, alors qu'avant, elles étaient très à la traîne. Ouais. La concurrence les a poussées positivement. Oui. Toi, ce que tu dis, c'est que ça a déjà été le cas. Mais par contre, ce qui est un peu étrange, c'est que pour l'instant, la pénétration quand même de Trainline reste en France relativement faible. C'est quoi le... oui, on a. S'il y en a, je ne sais pas si vous communiquez sur les chiffres. Non, on ne peut pas parce qu'on a seulement les chiffres. Nos chiffres sont focalisés plutôt sur le développement européen, donc on ne fait et le développement au Royaume-Uni, donc on ne fait pas de différenciation avec les marchés. Malheureusement, en France, c'est un peu une question qu'on pose à la réglementation, also au gouvernement, parce qu'en Espagne, vous avez des statistiques très claires qui sont retravaillées par l'autorité de la régulation des transports espagnole. Mais en France, on n'a pas ça. C'est un peu le sujet pourquoi je ne peux pas dire maintenant quelle part du marché on a en réel. Alors, je reviendrai tout à l'heure, parce que je veux vous parler un peu plus de la France. Oui. Tu as cité l'Espagne et le succès. Je reviendrai tout à l'heure à l'Espagne et en particulier aux questions qui se reposent régulièrement sur cette déréglementation. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On y reviendra si on a le temps. Mais je veux qu'on parle déjà plus de la France et plus du numérique. Peut-être un petit clin d'œil. Ton parcours, il est plutôt affaires publiques? Oui, affaires publiques et droit de la concurrence, en effet. Donc, est-ce à dire que bien que Captain Train ait été créé en 2009, ouais, on est encore dans une phase de bagarre politique et institutionnelle pour installer le modèle parce qu'il y a des freins à la dérégulation pour ceux qui ont des cheveux blancs comme moi ou des souvenirs comme toi? C'est vieux comme sujet. Hein. La dérégulation a été votée dans les fins des années 90 pour la dérégulation des ferroviaires, le début, les premières lois. Donc, est-ce qu'on est encore finalement dans cette phase-là? Et c'est pour ça qu'on a un profil affaires publiques, plus que, même si je suis sûr que tu fais très bien du business, mais est-ce qu'on est encore dans cette phase-là? Oui, si tu peux me permettre, parce qu'il y a 2 sujets pour le reprendre. Also, d'abord, le premier, c'est que
on doit distinguer entre le marché ou la libéralisation pour les opérations ferroviaires et le marché de la distribution. Tout à fait. J'ai aussi écrit mon thèse de doctorat sur la réglementation européenne pour la libéralisation des entreprises ferroviaires, du marché ferroviaire. Ça date pas mon thèse de doctorat, mais les premières réflexions étaient déjà faites en 1990. Oui, et ça a commencé de s'installer dès 2001, par exemple en Allemagne. Donc, ce sujet était plutôt focalisé sur la question comment les entreprises ferroviaires peuvent avoir accès aux sillons, au rail, et comment est-ce qu'on organise le système ferroviaire en global. Avec tout ça qui a mené à la séparation des réseaux et des entreprises de train. Mais dans ce cadre, on a oublié la partie de la distribution, qui est, à mon avis, le troisième pilier pour la réussite de la libéralisation ferroviaire. C'est aussi la raison pour laquelle il y a à l'instant à Bruxelles des réflexions comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire un marché intérieur de transport ferroviaire, comment est-ce qu'on peut réussir de l'avoir. Mais les premières lois sur la libéralisation des data permettant cette distribution, tu me disais, c'est dans les années 2010 Non, parce que ça est très récente, mais les premières lois en ce qui concerne la libéralisation du système ferroviaire. Oui, ça c'était avant. Oui. Mais pour les données, je pense que c'est plutôt une discussion qui a commencé en 2017, quelque chose autour de ça. Avant, c'était qu'avec du screen scrapping et avec des... Je ne peux pas vraiment répondre à ça parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans la partie de la distribution ferroviaire. Mais non, mais pour revenir justement à la question initiale, pourquoi affaires publiques, pourquoi ça fait quelque chose de très important dans ce cadre, c'est d'abord parce que la plupart des entreprises qui sont en circulation et qui sont en concurrence l'un avec l'autre sont des entreprises d'État. Donc, toute la question subvention, paiement, réglementation joue un rôle majeur pour le marché. Et après, comme je dis, le troisième pilier qui était toujours oublié, c'est la distribution. Donc, à l'instant, il y a une discussion comment est-ce que la réglementation pour les bénéfices des clients est faite et quel rôle doivent jouer les distributeurs dans ça et comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une level playing field, une balance du cadre des opérations de ces distributeurs. Sachant qu'il y a le bénéfice immédiat du consommateur que vous mettez en avant, c'est la baisse du prix. Théoriquement, une distribution plus fluide et plus diversifiée peut permettre théoriquement une baisse du prix. Oui. C'est l'argument principal, j'imagine, avancé. C'est un des arguments, mais ça vient plutôt de la libéralisation ferroviaire, des opérations ferroviaires, parce qu'il y a des entreprises qui sont en concurrence l'un avec l'autre, donc ils sont en train de... Oui, mais si j'ai bien lu ce que tu dis dans tes tribunes, la libéralisation ferroviaire sans un canal de distribution pour le nouvel entrant ne sert pas à grand-chose. C'est correct. Ce que tu mets en avant. Oui, c'est qu'on peut ouvrir tant qu'on veut à plein de lignes, si personne n'est au courant, c'est pas 3-4 par 3 dans le métro qui vont changer les achats. Non, c'est correct, mais je voulais seulement dire, c'est pas seulement à cause de la distribution que les prix des billets vont être moins chers. Oui. Nous, on est plutôt un facilitateur pour les clients de trouver la meilleure offre et d'avancer aux clients quel est le meilleur trajet qu'il peut prendre pour le meilleur prix qu'il veut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en arrives à un stade... Je vais revenir sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour juste des fois quelques algorithmes un peu malins. Je suis ingénieur de formation et on faisait des algorithmes sur les trains sans IA avant. Mais est-ce que par exemple aujourd'hui tu es capable de dire, tiens, un Français qui n'est pas habitué à aller dans un autre réseau que le tien, il est en train de se prendre une interconnexion avec 30 minutes de battement entre son train français qui va arriver à 8h42 à Berlin et de Berlin il prend un train d'une compagnie allemande quelconque qui va partir à 9h12. Est-ce que tu es capable d'afficher, attention statistiquement, il y a 30% de retard sur cette ligne, tu devrais prendre 1 heure de battement? Pour l'instant, on ne le fait pas encore, mais je peux m'imaginer qu'avec les outils qu'on est en train de développer à la base de l'intelligence artificielle qui peut très bien faire ces calculs, on est capable de le faire dans l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas encore. En fait, c'était pour t'amener vers l'IA et vers l'IA agentique. Oui. Aujourd'hui, beaucoup des recherches qui étaient faites avant dans Google et qui pouvaient m'amener sur Trendline, quand je cherchais un billet de train, on pouvait me dire SNCF Connect, Trendline, je ne sais pas dans quel ordre, on va directement sur ChatGPT et on dit, chat ou un autre, bien sûr, je n'ai pas de préférence, enfin si, je préfère Mistral, je suis européen. On va directement sur une IA et on lui dit, je veux aller à Barcelone, c'est quoi le meilleur horaire de train? Oui. Et il me propose des liens. Oui.
Est-ce que, à partir du moment où tu es un intermédiaire qui me met en relation, tu n'auras pas ce gros risque d'être désintermédié dès maintenant par ces requêtes ou demain par l'IA agentique, où je vais juste dire achète le billet, puis il ira se connecter directement aux API de Renfe, aux API de SNCF. Comment est évalué ce risque aujourd'hui pour un acteur comme Trendline? C'est naturellement quelque chose qui n'est pas négligeable pour nous, mais d'abord, on pense aussi que les clients connaissent la qualité qu'on peut fournir sur notre site Trainline. Et je suis convaincu que ChatGPT, par exemple, parce qu'elles doivent aussi recevoir les informations par ailleurs, et elles doivent aussi avoir les accords d'abord des distributeurs, des entreprises ferroviaires, etc., d'avoir tous ces données dans l'outil ChatGPT ou Mistral ou autre. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que la qualité de l'intelligence artificielle est même pas beaucoup moins bien. Also, elle est vraiment pas comparable, ce que je veux dire, à la qualité On a plus que ça. Oui, mais je pense vraiment ça demande quand même beaucoup de travail. Je le connais, des ingénieurs de fournir toutes les connexions. Et on a aussi, par exemple, des choses qu'on a remarquées de temps en temps. Si tu veux acheter un billet avec SNCF Connect, je ne peux pas dire des exemples concrets, mais ça existe. On a des exemples, mais par exemple, entre la ville A et la ville B, il y a un TER et il y a un produit de la SNCF propre. SNCF Connect, de temps en temps, va te dire, OK, achète le produit SNCF. Il n'y a pas de TER, par exemple. Ça ne va pas être affiché. J'ai une dernière question, pardon, avant de revenir sur les possibilités justement pour cette plus saine concurrence. 2 secondes, je me note mes questions. Quand je reviens sur l'IA 2 minutes, il y a une dizaine d'années, un peu plus même, quand la DSP2 est sortie dans le domaine financier, donc c'est la loi qui permettait une dérégulation sur l'accès aux services de paiement et par extension un certain nombre de données qui pouvaient laisser penser que les banques pouvaient être complètement désintermédiées. Et tout le monde s'est dit finalement, posons-nous la question, est-ce que la banque de demain, c'est d'être parler au client final, ou est-ce que c'est finalement d'être la machinerie qui est derrière, et puis d'autres gens parleront au client, c'est pas très grave, ça sera une évolution. Est-ce que quand tu vois l'évolution très rapide de l'IA, j'ai lu que dans ton business model, il n'y a pas que vendre directement au client final, il y a aussi proposer des API à des acteurs tiers, parce que tu as fait tout ce travail d'intégration des 300 acteurs, tu vends la data finalement et l'accès à quelqu'un d'autre qui peut faire une autre vitrine. Parce que demain, peut-être, l'avenir de Trendline, c'est peut-être, pardon de le dire ainsi, mais ça a été trop long et c'est peut-être raté pour le client final et c'est d'être derrière ChatGPT, qui comme ça intégrerait directement toutes les données et répondrait aux questions avec 1 milliard de clients déjà branchés. Non, encore une fois, je ne pense pas que ChatGPT va être capable de... Quand je dis chat, j'insiste, je parle de tous les acteurs IA. Oui, je ne pense pas que l'IA va être tellement qualifié et qualitatif de faire le travail que Trainline fait. Donc d'abord, je pense... Non, mais en se branchant sur tes API, en t'achetant tes données. Je ne sais pas, théoriquement, dans quelle direction ça va se développer. Potentiellement, je pense que c'est possible, mais c'est une réflexion que je ne peux pas parler pour Trainline maintenant, c'est quelque chose de personnel. Oui. Okay. Mais peut-être il faut justement répondre à la question parce que c'est important, Trainline, ce que tu as dit, parce qu'on parle du marché B2C ici, mais Trainline est beaucoup plus grande parce qu'on a aussi une plateforme, une marque blanche qu'on peut proposer aux entreprises ferroviaires pour vendre leurs propres billets sur leur propre nom, mais sur la technique de Trainline. Et aux régions, par exemple. C'est-à-dire en fait, un acteur qui n'aurait pas une application qualitative, grâce à ta data, peut proposer finalement, pour juste vendre ses propres billets, quelque chose de mieux que ce qu'il fait aujourd'hui en interne parce qu'il n'a pas réussi à le faire tout seul. Exactement. C'est ça. Et après, il y a encore un autre sujet qui est extrêmement important à l'instant, c'est notre plateforme B2B, parce qu'il y a beaucoup des agences de voyage qui sont spécialisées sur les corporate travelers. Tu as par exemple SAP Concur, tu as American Express Business Travelers, tu as Havas Voyage, etc. Et là, Trainline est capable de fournir l'inventaire complet européen à ces entreprises qui après vendent les billets aux business travelers. Et ça, c'est quelque chose dans le cadre de voyages qui sont soutenables et le changement climatique, etc. Et tout le, je veux dire, le changement des transports dans une façon d'être plus écologique. Les entreprises, les grandes entreprises et les petites entreprises sont très intéressées d'envoyer leurs clients
plus avec l'avion, mais beaucoup plus avec le train, par exemple, sur les voyages commerciaux. Et c'est Trainline qui a l'inventaire complet de tous les trains en Europe. Donc, c'est très intéressant pour les compagnies qui vendent les billets et qui sont les intermédiaires entre les entreprises de transport et les corporate Et aujourd'hui, travelers. ça représente, je te demande pas les chiffres exacts, mais c'est plus, ça pèse plus dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, le B2B ou B2C? B2C. Mais par contre, on remarque vraiment que le marché B2B, c'est un marché qui est en croissance très grande en Europe, pas seulement en France. Quelque part, la fragmentation de plus en plus forte du marché pousse ce business, puisque quand tu es du côté, par exemple, d'Amex, Ouais. tu as besoin d'avoir un outil unique où tu vas regarder tout ça, quoi, parce que tu vas pas aller te brancher sur 50 systèmes européens. Oui, exactement. Donc toi, ça t'aide, en fait, plus c'est fragmenté, plus tu vends ton service B2B. C'est ça, la libéralisation dans les pays nationaux, mais c'est aussi les trajets européens, parce que pour l'instant, à côté de Trainline, il n'y a pas vraiment un fournisseur qui est capable de couvrir l'Europe entière pour les trajets en train. Et donc, c'est aussi un très grand avantage et quelque chose qu'on est en train de développer encore plus pour le bénéfice des grands intermédiaires. Donc, dans les sujets qui nous touchent, donc sur l'IA, là, on a un petit peu fait le tour. Ouais. Quel serait, tu disais que dans les membres de ton association, par exemple, il y a Blablacar. Oui. Un acteur qu'on aime beaucoup ici, évidemment, en France. Hein, c'est un de nos grands succès. Ça me fait penser à deux sujets que j'aimerais qu'on parle dans les petites quinzaines de minutes qui nous restent. La multimodalité. Parce que moi, quand je pense à Blablacar, je pense pas tout de suite au train. Oui. Ils ont commencé par le covoiturage, puis les lignes de bus, avec beaucoup de succès, et maintenant le train. Et c'est vrai qu'en tant que citoyen, quand on bouge, finalement, de plus en plus, on n'a pas envie d'aller sur 5 systèmes différents pour organiser son trajet d'un point A à un point B. On aimerait bien un endroit qui va nous proposer, bah tiens, tu vas faire un petit morceau comme ça, tu vas laisser ta voiture ici parce que c'est une ville sans transport voiture, tu vas prendre le bus, machin, puis là tu vas prendre un train et puis là un avion. Bon, donc j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de en quoi la stratégie multimodale est une stratégie ou pas pour Trainline. Et le deuxième sujet sur lequel on ira juste après, c'est la souveraineté. Oui. Parce que tu nous l'as dit, tu as beaucoup d'acteurs, enfin d'employés en Europe continentale, mais tu restes un acteur non européen au sens de l'Union européenne. Il y a eu le Brexit. Je suis désolé, je suis suffisamment triste du Brexit pour ne pas oublier. Voilà, j'en ai pleuré le jour. Voilà. Donc, revenons au sujet déjà multimodalité. Oui. Pour Trainline, je commence avec Trainline. C'est quelque chose d'important, la multimodalité, mais on est focalisé sur les transports écologiques. Donc, on ne veut pas, c'est une décision claire et très, comment ça se dit, très... Dis-le en anglais, c'est pas grave. Non, c'est très transparent de Trainline de dire on ne veut pas vendre les billets d'avion, parce que c'est pas quelque chose qu'on pense qui est en bénéfice pour le transport. On se focalise vraiment sur le train et le bus. C'est notre métier, pas le reste. Après, on est capable de te offrir des trajets connectés entre bus, autocars plutôt, et trains. Il y a des clients, par exemple, de temps en temps, c'est moins cher d'avoir une leg, also une partie du voyage avec le train et après une deuxième partie avec le bus, avec Blablacar, par exemple. Il y a beaucoup de trajets. Pour des raisons privées, je suis en train de voyager beaucoup entre l'Allemagne et la France ou Bruxelles. Et Trainline me donne beaucoup des offres de prendre une partie du trajet avec l'ADB à Bruxelles et après de prendre une bus de Blablacar. Ça coûte un tiers du trajet entier avec le train, parce qu'il n'y a pas l'Eurostar qui est dedans, qui est cher. Mais ça dure très long. Donc, pour beaucoup des... ça dépend des arbitrages de chacun. Il y en a le temps, c'est moins grave, et d'autres, c'est l'argent. Donc, Exactement. Et donc, ça, c'est une... propose les deux. Oui, c'est ça. Je propose ça, je propose le train. C'est le début de ce que j'ai compris de notre préparation. La multimodalité est clairement inscrite dans ton développement, mais c'est pas encore complètement dans toutes les villes que vous proposez. Il n'y a pas encore toutes les offres multimodales. Il y a toutes les offres trains en France, trains et trains régionaux. Et il y a aussi l'offre, par exemple, avec la région sud, des trains régionaux et interrégionaux.
Ce qu'on n'a pas encore dans notre inventaire, ce sont les trajets des bus de ville, par exemple, ou des micromobilités, les vélos. Tous les trajets de bus en France, Oui, autocar. que ce soit Transdev, Autocar, Oui. Blablacar, tu les as. Oui, autocar. Autocar, Oui. Autocar, pardon. Mais pas les lignes régionales ou locales. Je ne sais pas, also, si je dis à 100% c'est dedans, il y a toujours des exceptions, Oui, je bien sûr, pense. non, mais je te demande pas 100%, je te dis à peu près. À peu près, oui. On a quand même parlé dans tout cet entretien de beaucoup de sources finalement de données, puisque bon, tu as les 300 acteurs dont tu parlais, là tu as les régions qui font leurs propres sources, etc. On en est où de cette harmonisation des datas en fait en Europe? Parce que dans les services financiers que je connais un peu mieux, hein, pardon, il y a eu très longtemps des choses qui venaient de manière très diverse, et puis à un moment il y a eu des harmonisations, des API fournis par les banques aux acteurs tiers avec des cahiers des charges assez transverses, et il y a toujours évidemment des choses à améliorer, mais c'est relativement clair. J'ai l'impression à t'entendre que c'est encore très très fragmenté. Pour l'instant, non, mais c'est un système qui change parce que pour l'instant, comme je dis avant, c'est la SNCF. On a une API qui connecte à un système de SNCF et SNCF avait toutes les circulations de trains en France. Et après, on a une connexion à Trenitalia, par exemple, qui est dans l'inventaire français, à côté de tout l'inventaire européen où aussi les connexions à toutes les autres. Ouais. Exactement. Mais maintenant, les régions sur lesquelles tu vas te brancher. Et ça, c'est une discussion intéressante à l'instant en France, aussi par la réglementation. Comment est-ce que on peut organiser le système dans une façon que c'est facile pour les distributeurs de se connecter à toutes les régions? Parce qu'après, on a 13 régions en France, dans l'Hexagone. Et encore, c'est mieux qu'avant. Hein. Mais théoriquement, on peut penser que ce sont 13 régions qui ont des API, théoriquement. Après, toutes être différentes. Toutes des API différentes. Après, vous avez OTUA, SNCF, API différentes, Trenitalia, Velvet Trains, etc., etc. Donc, tu dois te connecter à toutes ces API. Mais toi, tu milites pour qu'il y ait plus de standardisation ou, si je peux me permettre quelque part, comme tu es habitué finalement à 300 acteurs, 10 de plus, c'est pas très grave. Et pour toi, c'est une barrière à l'entrée à tes nouveaux concurrents éventuels? Trainline est un peu au milieu parce on voit aussi que ça va diminuer nos coûts s'il y a une API à laquelle on peut retenir. Mais par contre, d'intégrer toutes les 13 régions et tous les opérateurs ferroviaires, ça demande aussi beaucoup de travail et des ressources. Donc, je pense une facilitation par les régions qui regroupent une API pour leurs 13 API différentes pourrait être quelque chose de très bien. Mais il y a aussi des entreprises dans le marché qui peuvent fonctionner comme intermédiaires. Il y a une entreprise qui s'appelle Distribution, par exemple, à laquelle on peut se connecter et qui a l'inventaire et qui travaille sur l'inventaire après. On peut le faire à nous propres mêmes, théoriquement, mais aussi la SNCF est sûrement en train de développer un intégrateur entier pour la France. Parce qu'aujourd'hui, toi, quelle est la partie de la chaîne qui marche le moins bien, justement, dans les données? Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui par rapport à ce que tu aimerais pouvoir fournir à tes clients en France? Et je ne sais pas, ça pourrait être justement les liens des réductions avec les cartes dans telle situation, ou ça pourrait être des conditions de remboursement, ou les retards et les horaires précis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent vraiment pour bien travailler, ou dans l'ensemble tu t'en sors? Je dois vraiment dire pour notre relation avec SNCF, c'est plutôt bien avec les données. Also c'est aussi, si on le compare européenne, also sur le niveau européen, la SNCF est quand même, en ce qui concerne le partage des données, une des entreprises qui sont vraiment dans le haut niveau. D'accord. Je pense bonne qualité de données. Oui, c'est dû à des décisions de 2009-2014 de l'autorité de la concurrence, je pense. Par contre, il y a quand même des sujets, on a des sujets parce qu'on voulait faciliter le remboursement pour les retards et pour les pénalités. S'il y a un retard du train, pour faciliter l'administration. C'est plus compliqué, entre guillemets, c'est un parcours un peu plus compliqué si j'ai acheté mon billet chez toi. Non, ça c'est la même. Acheter le billet, c'est le même. Non, je parle pour le remboursement. Pour le remboursement. Si j'ai un sujet de remboursement, des pénalités. Je l'ai acheté sur SNCF Connect, un billet purement français, qui n'a pas de connexion à l'étranger, etc. Ça va être un chouille plus compliqué chez toi encore aujourd'hui ou... Le remboursement et les changements du billet, non, pas du tout. Je pense qu'on est même peut-être plus facile dans la façon dans laquelle on administre le sujet. Par contre, si tu souffres un retard avec ton train et tu as un droit à une pénalité,
nous devons te envoyer vers une chatbot de SNCF où tu dois redonner toutes les données personnelles. Oui, il y a une perte de parcours, quoi. Ouais, et nous, on voulait le faire plutôt aussi dans notre système pour rembourser plus vite et plus automatiquement. On a eu ça déjà, mais il y avait un changement dans les systèmes de SNCF et après, on est un peu sorti du... Donc, il y a encore des petites zones. Ouais. Alors, je reviens pour la fin de cet entretien sur un sujet qui nous est cher à tous en ce moment en Europe. On n'a pas forcément voulu, mais enfin, le monde a beaucoup changé en une dizaine d'années. Ouais. Et entre autres, avec le Brexit, mais aussi avec notre ami Donald, qui a fait que les sujets géopolitiques deviennent cruciaux, passent au premier plan, et y compris dans nos sujets numériques. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, mais tu es néanmoins un ami, mais aussi représentant d'une société non européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit partout sur les murs, avec nos amis par exemple de carte bancaire, payer français, ou avec nos amis dans l'industrie, acheter industrie française, on n'en est même plus à acheter européen, hein, c'est souvent acheter français. Alors bon, une fois quand même, on revient au sujet Europe. Ça dépend des vendeurs, ça dépend des sujets. Mais c'est quand même une vraie thématique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que dans les usages de tes clients ou les discussions que tu peux avoir à haut niveau dans les débats, le fait d'être une société non strictement Union européenne fait poser des questions ou pas pour le moment? Je pense que ça s'est amélioré. Au début, j'ai intégré Trainline en 2022, début 2022. Il y a quand même encore ce souci avec le Brexit, que c'est une entreprise dont le siège principal est à Londres. Mais par contre, d'abord parce qu'il y avait des changements aussi géopolitiques avec le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus proche maintenant et répatrié un petit peu à l'Union européenne en ce qui concerne la défense et beaucoup de questions sur la guerre en Ukraine. Donc je pense que ça a aidé d'avancer encore les deux pays. L'Union européenne et Les deux zones, oui. les deux zones, oui. Après, je pense qu'on a quand même réussi de montrer qu'on est un acteur franco-français aussi, avec Trainline SAS, que je représente, parce que c'est quand même l'entreprise qui signe les contrats avec les entreprises ferroviaires. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est Trainline SAS ici. Et aussi avec ce siège à Paris qui regroupe toutes les fonctions pour le développement européen, au moins dans la partie juridique, brand, marketing, PR et affaires publiques. Donc il y a vraiment cette dimension de se focaliser vraiment sur l'Union européenne aussi avec le développement. Je fais exprès, je te titille un peu, mais est-ce que tout comme la volonté de faire des choses pour le climat, oui, porter le train et donc apporter l'activité Trainline aussi, parce que ces dernières années, vraiment, il y a vraiment eu un discours bashing sur l'avion et aller vers les modalités de transport les plus propres et donc vers le train en particulier, ça a forcément dû pousser votre activité. Est-ce qu'à l'inverse, ma question est, est-ce que vous craignez ou vous êtes particulièrement vigilant? Est-ce que ce discours qu'on voit pro-souverainiste, qui est de plus en plus prégnant, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites particulièrement attention parce que voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui pourrait peut-être pousser à l'inverse à des comportements d'achat qui pourraient vous nuire, entre guillemets. Oui, mais je pense que les gens ne font pas cette différence entre l'espace de l'Union européenne et l'Angleterre. Brexit, il n'est pas complètement intégré. Non, mais pourquoi aussi? C'est parce que, en effet, Trainline est la meilleure solution, et je ne le dis pas seulement parce que je suis le directeur général de Trainline France, mais c'est la meilleure solution pour avoir des trajets transfrontaliers européens avec les trains. Et il n'y a aucune autre plateforme qui a la même qualité pour les circulations, par exemple, entre l'Allemagne et la Pologne, en Espagne, etc. Et je pense même Bruxelles nous voit comme une partie pour réussir à finaliser le marché unique de transport européen. Parce que, franchement, si vous voyez avec les entreprises ferroviaires, il y a beaucoup de discussions sur des investissements dans l'infrastructure pour avoir des trajets directs entre Berlin, grande distance à Paris, etc. Ça coûte énormément d'argent et vous avez plusieurs entreprises ferroviaires qui se battent, qui fait quoi dedans. Par contre, Trainline a l'horaire de service, donc la possibilité de réserver des billets partout. Donc, c'est plutôt un workaround jusqu'au moment que cette infrastructure gigantesque en Europe est finalisée.
mais quand même, Trainline est l'outil pour les clients de voyager. Donc, à la fin, je pense même l'Union européenne, même si peut-être notre base principale ou siège principal est à Londres, elle nous voit quand même comme un acteur européen qui est aussi qui joue un rôle Disons qu'il y a pas important. autre chose, quoi. Il y a quand même aussi Omio et Blablacar en développement et Combo, mais ils n'ont pas encore la même taille et la même qualité dans les trajets différents que nous regroupons dans notre site. Il y a quand même un impact qu'on peut se poser en termes, et là on sort du numérique, mais le numérique parle aussi du développement des territoires. Quand tu baisses la marge de la SNCF sur le Paris-Lyon et le Paris-Marseille, moi aussi je ne suis pas content de payer aussi cher, mais in fine ça permet avec la péréquation de payer les petites lignes, pas très rentables, mais qui font que des villages existent encore dans certaines parties de la France, où à force d'enlever les bureaux de poste, les banques et demain les gares, ils n'existeront plus. Et il faut bien que quelqu'un paye, et cette péréquation aidait pendant les 80 dernières années le prix des grandes lignes payé pour les petites déficitaires. Si partout où il y a de la marge, on met de la concurrence à fond pour que ça baisse, il va bien falloir trouver l'argent quelque part pour continuer ce développement des territoires. Oui. Ça sera de l'impôt supplémentaire, ça sera autre chose. Ça sera une taxe sur tes revenus supplémentaires, on va te faire augmenter ton IS, tu ne seras pas content. Oui, mais je pense comme distributeur, c'est difficile pour moi de répondre parce que c'est naturellement la partie comment organiser le marché ferroviaire. Mais il y a aussi beaucoup des exemples. Il y avait en Angleterre les concessions, donc ça fait partie de l'État qui paye un petit plus pour être balancé. Il y a une discussion qui était forcément, je l'ai vécu en Allemagne, de diminuer le réseau et de dire on n'a pas besoin de mettre sur les rails partout des trains. C'est peut-être plus efficace, plus économique et aussi pour le climat plus adapté d'ouvrir des lignes de bus régionales ou quelque chose comme ça. Et il y a l'exemple espagnol, c'est complètement différent, mais qui a quand même regroupé des lignes qui étaient très positif économiquement avec des lignes qui ont peut-être un peu, qui sont moins positifs mais pas négatifs directement. C'est un package. Oui, donc c'est toujours une question, mais comme je dis, c'est une question plutôt d'organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment que dans ma position de distributeur, je ne peux pas vraiment répondre. Je m'en doutais, mais vu que tu mettais en avant le gros argument positif auquel je ne peux qu'être d'accord sur le climat, il y en a quand même aussi d'autres qui se posent, même si ce n'est pas entre tes mains. Merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Merci pour la possibilité de parler avec toi. C'était un plaisir et comme ça, tu connaîtras un petit peu mieux l'accès aussi. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain numéro de l'Axel l'interview. Merci.